Ceci pourrait bien être le seul tutoriel OpenClaw dont vous aurez jamais besoin. Bientôt, vous aurez votre propre agent IA personnel qui vous reconnaît, gère vos emails, réserve pour vous et travaille pendant votre sommeil. Il fonctionne 24 heures, 24 et 7J7 et joignable par téléphone, le tout sans aucune ligne de code. OpenClaw est gratuit et libre. La façon la plus simple d'y penser est la suivante. Imaginez ChatGPT. Sauf que cet outil d'IA se souvient de vous au fil du temps et peut agir de lui-même sans que vous ayez à le lui demander à chaque fois. Si vous avez déjà essayé de mettre en place quelque chose comme ça et que vous vous êtes heurté à un mur, je comprends. La documentation est sommaire et la plupart des tutoriels omettent les parties qui comptent vraiment. Alors restez avec moi. Je vais vous expliquer tout cela en temps réel. Nous allons planifier ce que le vôtre doit faire, choisir l'endroit le plus simple pour l'exécuter, le mettre en ligne sur Telegram, et à la fin, vous aurez déjà une automatisation qui vous fera gagner du temps chaque jour. Avant de configurer quoi que ce soit, laissez-moi vous montrer ce qui distingue OpenClaw d'un chatbot classique, car ce n'est pas ChatGPT. Il y a 3 choses qu'OpenClaw fait et qu'un chatbot classique ne peut pas faire. Et une fois que vous les aurez vues, la raison pour laquelle vous voudrez utiliser OpenClaw deviendra évidente. Premièrement, il se souvient réellement de vous. Je sais que ChatGPT a aussi une mémoire, mais il y a une différence significative. ChatGPT garde un résumé approximatif de vos conversations passées. Un contexte flou, compressé, facile à perdre. OpenClaw conserve des fichiers de mémoire structurés. Votre nom, votre métier, votre famille, vos préférences, la façon dont vous aimez qu'on vous parle, ce qui compte pour vous. Ces détails sont conservés dans de vrais fichiers que vous pouvez lire et modifier. Donc, lorsque vous lui parlez dans 3 mois, il reprend exactement là où vous vous êtes arrêté. Non pas parce qu'un résumé s'en est souvenu par hasard, mais parce qu'il a gardé une trace vivante de qui vous êtes et de ce sur quoi vous avez travaillé. Deuxièmement, il fonctionne de manière autonome. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir une application. Vous n'avez pas besoin de le solliciter. Il est simplement toujours là, 24 heures sur 24 en arrière-plan. Il peut se réveiller selon un planning, vérifier toutes les quelques minutes ou réagir à un événement dans l'une de vos applications connectées, ce qui signifie qu'il peut prendre l'initiative de vous contacter. Et la première fois que cela arrive, il cesse de ressembler à un simple chatbot et commence à ressembler à un véritable assistant. Troisièmement, il passe à l'action. Il agit réellement. Il envoie des emails, planifie des événements dans votre agenda, récupère des documents sur votre Drive, les résume, vous envoie un message sur Telegram. Il effectue des recherches sur le web, il compare les options et réserve des choses. Il ne se contente pas de répondre à des questions, il accomplit un vrai travail. En réunissant ces 3 piliers, vous obtenez des choses comme ceci. 3 exemples, et aucun d'entre eux n'est hypothétique. Ce sont le genre de choses pour lesquelles les gens l'utilisent réellement. Premier exemple, vous vous réveillez, un message Telegram vous attend. Voici la météo, vos 3 premiers rendez-vous de la journée, les 2 emails qui semblent importants et un résumé en une ligne de chacun. Deuxième exemple, vous lui dites que vous avez un entretien avec quelqu'un de la société X jeudi. Prépare un document de préparation. 1 heure plus tard, un Google Doc se trouve dans votre Drive avec une présentation de l'entreprise, le parcours de l'intervieweur, les actualités récentes et les questions probables. Troisième exemple, vous mentionnez une fois que vous voulez rentrer voir votre mère en mars. Il surveille le prix tous les jours. Le prix baisse. Vous recevez un message Telegram. Il dit « Le vol est au prix le plus bas depuis 1 mois. Voulez-vous que je le réserve pour vous ?» Avant de mettre quoi que ce soit en place, ouvrez un bloc-notes. Cela peut être des notes, des post-it, un journal papier, peu importe. Nous allons prendre 1 minute pour planifier et les réponses ici guideront toutes les décisions que nous prendrons ensuite. Très bien, 3 questions. Vos réponses nous indiquent sur quelles intégrations nous concentrer et où se situe votre limite en matière de confidentialité. Notez vos réponses dans le bloc-notes au fur et à mesure. Première question. Que voulez-vous qu'il fasse chaque jour? Choisissez 2 ou 3 choses. Brief du matin, surveillance des vols, tri automatique de votre boîte de réception. Deuxième question. À quelles données cela accède-t-il? Gmail, calendrier, Drive, Doc, votre application bancaire. Si quelque chose vous met mal à l'aise, notez-le maintenant. Troisième question. Quel est votre seuil minimal de confidentialité? En d'autres termes, qu'est-ce que vous refuserez de connecter, peu importe à quel point la fonctionnalité est intéressante. Décidez-le ici, pas en plein milieu de la configuration. Très bien. Ensuite, où faire tourner tout ça? C'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués.
Une fois que vous savez ce qu'est OpenCloud et ce que vous voulez qu'il fasse, il vous reste encore à décider où il va tourner. Et la bonne réponse dépend de la personne avec qui vous voulez le faire tourner, de qui vous êtes. Il y a 3 options. Je vais vous les présenter, puis nous choisirons la vôtre. La première option, c'est votre ordinateur personnel. C'est gratuit puisque vous possédez déjà le matériel. Le hic, c'est que votre agent ne fonctionne que lorsque votre ordinateur est allumé. Fermez l'ordinateur portable et votre agent s'éteint. Vous devez aussi prendre en compte qu'il a accès à tout ce qui se trouve sur votre machine, ce qui devient bien plus important dès que vous commencez à le connecter à des services réels. La deuxième option, c'est du matériel dédié. Les options courantes sont un Mac mini, un Raspberry Pi ou un vieil ordinateur portable qui tourne sans écran dans un placard. Vous avez le coût unique du matériel, mais il n'y a pas de frais mensuels. C'est isolé, ce qui veut dire que ce n'est plus installé sur votre machine personnelle. Mais il y a des compromis. Si votre connexion Internet à la maison tombe en panne ou s'il y a une coupure de courant, vous êtes hors ligne. C'est aussi vous qui devez l'entretenir. Et à moins d'avoir déjà du matériel sous la main, cela représente plusieurs centaines de dollars à l'achat. La troisième option, c'est un VPS dans le cloud. Quelques dollars par mois pour un petit serveur dans un vrai centre de données. Il est toujours allumé, toujours accessible, isolé de votre machine personnelle. Et si jamais il y a un problème, vous l'effacez et le redéployez proprement. Hostinger propose un modèle OpenCloud en un clic, ce qui vous permet de l'installer rapidement sur un VPS. Le serveur démarre avec OpenCloud déjà installé et le reste de la configuration se fait dans un navigateur. Pour la plupart des gens qui débutent, c'est le bon choix. Maintenant, la troisième option est la bonne réponse pour presque tout le monde qui regarde. C'est ce que j'utilise et c'est ce que nous allons installer ensemble. Aucun terminal n'est nécessaire à aucun moment. L'inscription, l'installation, la configuration, tout se fait dans un navigateur ou sur votre téléphone. Maintenant, si vous préférez l'exécuter sur votre propre matériel, comme un Pi, un Mac mini ou un vieil ordinateur portable, c'est une solution durable et tout à fait valable. Et j'aborderai la migration d'un VPS vers un matériel dédié dans le dernier chapitre. Même dans ce cas, je vous recommande de commencer aujourd'hui sur le VPS pour vous familiariser dans un environnement isolé avec de faibles coûts de démarrage, puis vous pourrez migrer une fois que vous aurez compris le système. Très bien, inscrivons-nous. Utilisez le lien affiché à l'écran ou le premier lien dans la description de la vidéo ci-dessous qui vous mènera à cette page ici, ou quelque chose de très similaire. Le lien offre 10% de remise sur la promo Hostinger. C'est l'option la plus économique. Pour réduire encore le coût, utilisez le menu en haut à droite pour choisir votre offre VPS et passer de KVM2 à KVM1. Cela vous donnera 4 gigaoctets de RAM, 50 gigaoctets d'espace disque, 4 téraoctets de bande passante, et ces caractéristiques sont largement suffisantes pour débuter. La majeure partie du travail intensif pour OpenCloud est effectuée par des LM Tiers qui fonctionnent en externe. Une fois que vous avez changé votre offre, cliquez sur Déployer. La page suivante sur laquelle vous arriverez est le panier et je vais rapidement vous montrer les éléments les plus importants à vérifier. La première chose concerne la durée de votre inscription. Vous pouvez payer pour 1 mois, 12 mois ou 24 mois à l'avance. Vous obtiendrez le meilleur prix par mois si vous choisissez 24 mois. Vous pouvez choisir 1 mois pour commencer, mais malheureusement, ils ne vous permettent pas d'utiliser notre coupon pour cela. Donc, la formule la moins chère qui vous permet d'utiliser notre coupon de 10% de réduction est celle de 12 mois. Et cela vous revient à moins de $100 pour le coût initial. Vous pouvez même obtenir un prix encore plus bas si vous désactivez l'IA prête à l'emploi. Je vous montrerai plus tard comment connecter votre propre LLM. Le prix baisse sans cette IA intégrée. Démarrez à moindre coût. Plus bas, vous trouverez d'autres options facultatives, comme le scrapping web instantané, très pratique. C'est gratuit, donc je vous recommande de l'ajouter directement. Vous pouvez aussi ajouter une adresse email dédiée pour votre IA et des sauvegardes automatiques quotidiennes. Personnellement, je recommande d'utiliser les sauvegardes automatiques quotidiennes, car si jamais il y a un problème avec votre configuration, vous pouvez facilement revenir à une version précédente. Je vais donc activer cette option. Si vous voulez commencer pour moins cher, désactivez cette option. Enfin, choisissez un emplacement de serveur, généralement celui qui offre la latence la plus faible ou le plus proche de vous. Ici, je constate que j'ai, voyons voir, 57 millisecondes de latence avec l'Allemagne, ce qui semble être le plus bas. Je vais donc utiliser ce serveur. Une fois que tout est configuré comme vous le souhaitez, faites défiler vers le haut puis cliquez sur Continuer. Sur la page suivante, vous allez créer un compte. Vous pouvez utiliser Google, GitHub ou une adresse email. Je vais utiliser une adresse email. Vérifiez le récapitulatif de votre commande sur la page suivante. Vous profitez d'une garantie de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, Hostinger vous remboursera.
entrer vos coordonnées de facturation et de paiement pour finaliser l'achat. Une fois sur cette page de confirmation, vous accéderez à l'assistant de configuration OpenClaw. Notez que cela peut varier au moment où vous suivrez cette vidéo. Hostinger et OpenClaw évoluent souvent, donc si l'interface diffère, ne paniquez pas. Suivez simplement le processus et appliquez les concepts présentés. C'est le plus important. D'accord, OpenClaw est un logiciel libre. Il n'intègre pas son propre modèle d'IA. Vous apportez le vôtre. Nous devons donc récupérer une clé API auprès d'un fournisseur d'IA. C'est ce qui alimente réellement la partie pensante de votre agent. Et vous payez directement le prestataire. Ni OpenClaw, ni Hostinger, juste le fournisseur d'IA à l'autre bout du fil. Vous pouvez choisir n'importe lequel de ces fournisseurs d'IA pour commencer. Anthropic, OpenAI, Gemini, X, Nexus. Vous pouvez commencer avec un seul ou en connecter plusieurs. N'importe lequel fonctionne très bien. Personnellement, je préfère Anthropic, donc je vais commencer avec celui-ci. Mais si vous souhaitez commencer avec un autre fournisseur d'IA, aucun problème. La procédure pour obtenir votre clé API est similaire pour chacun d'eux. Ce que vous allez faire, c'est copier le lien sous le champ, l'ouvrir dans un nouvel onglet, puis vous connecter ou créer un compte. Si vous vous inscrivez, suivez les étapes pour vous enregistrer. Ensuite, vous achèterez des crédits d'utilisation pour commencer avec votre compte. Vous pouvez commencer avec un montant plus bas, comme 20 $, mais je recommande, avec Anthropic en particulier, de commencer avec au moins 40 ou 50 $. Ajouter 40 $ à votre compte vous permettra d'atteindre le niveau 2 sur leur grille de limitation de débit, ce qui signifie que vous avez moins de chances d'être limité et que votre bot cesse de vous répondre parce que vous avez atteint les limites de débit. Choisissez le montant que vous souhaitez ajouter, saisissez vos informations de facturation et validez votre achat. Ensuite, obtenez une clé API. Vous cliquerez sur « Créer une clé », nommerez votre clé. J'appellerai la mienne OpenClaw, puis copierez votre clé API. Maintenant, cette clé est comme un mot de passe. Si quelqu'un met la main dessus, il pourra utiliser votre compte API. Gardez-la donc en sécurité et ne la partagez avec personne. Copiez-la puis retournez sur Hostinger et collez votre clé dans le champ approprié. Répétez cette opération pour autant de fournisseurs d'IA que vous le souhaitez, puis faites défiler vers le bas et trouvez le champ du jeton du bot Telegram. Nous allons maintenant créer notre bot Telegram. C'est ce que vous utiliserez pour réellement discuter avec OpenClaw depuis votre téléphone. Si vous n'avez pas encore Telegram, installez-le gratuitement sur votre téléphone ou votre ordinateur en utilisant le lien dans la description ci-dessous. Une fois que vous l'avez ouvert, recherchez le Botfather. Vous pouvez le faire en tapant Botfather dans la barre de recherche, ou bien j'ai mis un lien direct pour ouvrir une discussion avec le Botfather dans la description ci-dessous. Botfather est le bot officiel de Telegram pour créer des bots. Oui, je sais ce que ça peut donner comme impression, mais c'est bien la procédure officielle. Allez-y et cliquez sur « Démarrer » pour commencer une conversation. Ensuite, nous allons soit cliquer, soit taper la commande « Nouveau bot ». Je vais simplement cliquer dessus ici. Ensuite, nous devons donner un nom au bot. Je vais appeler le mien « Flint ». Ensuite, vous devez donner un nom d'utilisateur à votre bot et il doit se terminer par le mot « bot ». Celui-ci doit également être unique dans l'écosystème Telegram. Donc, utiliser un nom plus long peut être utile si vous avez du mal à trouver quelque chose d'unique. Pour moi, je vais choisir Flint, le Wonderbot. Et voilà, Botfather vous renvoie un jeton. C'est cette longue chaîne de caractères ici au milieu. Encore une fois, c'est comme un mot de passe. Ne le partagez avec personne. Allez-y, copiez ce jeton, retournez sur Hostinger et collez-le dans le champ du jeton du bot Telegram. Une fois que vous avez fait tout cela, cliquez sur Déployer. La page suivante sur laquelle vous arriverez peut contenir un sondage. Si c'est le cas, vous pouvez le remplir ou simplement faire défiler jusqu'en bas et cliquer sur Passer. La prochaine page sur laquelle nous allons arriver est le gestionnaire Docker à l'intérieur du hPanel de Hostinger. Et vous pouvez voir qu'OpenClaw fonctionne déjà et Hostinger a installé un proxy inverse pour nous aider à sécuriser l'ensemble de notre configuration. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est Docker, ce n'est pas du tout un problème. Docker est essentiellement un fichier autonome dans lequel votre application s'exécute. C'est un peu comme faire tourner une application sur votre ordinateur personnel. Pour ouvrir votre tableau de bord OpenClaw, cliquez pour copier le jeton Gateway, puis sous la colonne Accès, cliquez sur Ouvrir. Collez ici votre jeton Gateway, puis cliquez sur Connexion. Bienvenue sur votre tableau de bord OpenClaw. Au centre, une fenêtre de chat permet de discuter avec votre assistant. Disons-lui bonjour.
Lorsque vous envoyez ce premier message, l'agent lance un court assistant d'intégration appelé Bootstrap. Il vous pose quelques questions. Et en arrière-plan, il écrit des fichiers comme vos fichiers soul.md et user.md. Il suffit de répondre aux questions que l'IA vous pose. Aucune préparation particulière n'est nécessaire ici. Donc pour moi, elle demande « Qui suis-je » et « Qui es-tu » Disons-le lui. « Ton nom est Flint. Mon nom est Matt. » Et ensuite, il va demander un peu plus d'informations sur l'ambiance, sur le type de bot que c'est. Il demande un emoji signature. C'est ici que vous pouvez commencer à donner une personnalité à votre bot. Sans cas d'usage précis, copiez simplement mon exemple. Je lance un assistant de voyage pour débuter. Vous les modifierez plus tard selon vos besoins. Rien de ce que vous répondez ici n'est définitif. Donc je vais lui dire « Tu es un assistant utile, décontracté, spécialisé dans la planification de voyage. Vous pouvez choisir votre propre emoji. » Il va ensuite créer ses fichiers. Il revient avec un message demandant plus d'informations. Dans ce cas, il demande, premièrement, quel est votre fuseau horaire? Et deuxièmement, comment souhaitez-vous me contacter? Donc, nous allons indiquer 1. Quel est le fuseau horaire? Et 2. Nous devons être très précis sur la façon dont il doit configurer Telegram. J'ai donc dit, configurons Telegram en utilisant les commandes CLI de jumelage OpenClaw. Lisez d'abord la documentation de jumelage sur docs OpenClaw AI/channels/pairing. Vous avez le jeton du bot Telegram dans vos variables d'environnement. Ensuite, nous allons cliquer sur « Envoyer ». Parfait. Maintenant, il nous indique qu'il suffit d'envoyer un message au bot sur Telegram et il répondra avec un code de jumelage. Ensuite, nous allons coller le code ici. Allons donc sur Telegram à nouveau, puis cliquons sur le lien fourni par le BotFather pour démarrer une conversation avec notre nouveau bot. Cliquez sur Démarrer et il nous donne alors ce code de jumelage. Nous allons simplement copier ceci et le coller dans notre chat sur le tableau de bord OpenClaw. Il nous répond et dit que nous pouvons essayer d'envoyer un message au bot sur Telegram. Alors faisons-le. Nous allons dire bonjour et nous recevons un message disant que Telegram fonctionne. Nous sommes correctement connectés. Vous pouvez donc maintenant parler à votre agent OpenClaw sur n'importe quel appareil où Telegram est installé et connecté. Revenons maintenant un instant à notre tableau de bord OpenClaw et je vais vous montrer un peu plus cette interface. Ici, en haut à gauche du chat, se trouve le menu déroulant de vos sessions. Considérez chaque session comme une conversation distincte. Lorsque vous avez différentes sessions, différentes conversations, elles apparaîtront ici. Ici, au centre, vous avez le menu déroulant du modèle. Si vous cliquez dessus, vous pouvez changer le modèle d'IA qui répond à vos messages. Et il récupérera la liste auprès du fournisseur que vous avez connecté précédemment. Laissez la valeur par défaut pour l'instant. Nous aborderons la sélection du modèle plus tard. Et enfin, troisièmement, vous avez le menu déroulant du niveau de réflexion. Un niveau plus élevé signifie que c'est plus lent avec un meilleur raisonnement, mais cela consomme plus de jetons, donc coûte plus cher. Un niveau plus bas et plus rapide et coûte moins cher, mais les réponses peuvent être moins approfondies. Restons sur la valeur par défaut, adaptatif pour l'instant. Si vous souhaitez joindre quelque chose à un message, vous pouvez cliquer sur le trombone. Vous pouvez cliquer sur le micro pour fournir une entrée vocale. Et si vous souhaitez démarrer une nouvelle session dans votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur ce bouton « Plus » ici. La première fois que j'ai vu cela, je pensais que c'était pour ajouter de nouveaux fichiers. Donc ne confondez pas les deux. Le trombone sert à joindre des fichiers et le bouton « Plus » sert à démarrer une nouvelle conversation. Très bien, votre agent est déployé, il a une personnalité, connaît votre nom et peut vous envoyer des messages sur Telegram. Avant de lui apprendre à envoyer des emails, gérer votre agenda et effectuer de vraies actions, prenons 30 secondes pour discuter de quelques règles de sécurité. Un mot rapide sur la sécurité avant d'aller plus loin. Le modèle prêt à l'emploi est livré avec des paramètres par défaut judicieux déjà activés, y compris l'exécution en bac à sable, donc vous n'avez pas à configurer tout cela vous-même. Mais il y a quelques habitudes de votre côté qui comptent plus que n'importe quel paramètre par défaut. Alors laissez-moi simplement les énumérer. Premièrement, commencez petit. Pour votre première semaine, gardez votre agent uniquement sur Telegram. Ni lié ni banque, ni mot de passe, ni compte de trading. Laissez-le d'abord gagner votre confiance par de petits enjeux. Deuxièmement, ne collez jamais de clés API ou d'identifiant directement dans la conversation Telegram. Considérez les clés API comme des mots de passe. Elles servent d'authentification et n'ont pas leur place dans un chat. Configurez-les comme variables d'environnement. On verra comment faire avant la première automatisation. Enfin, lisez bien chaque confirmation de l'agent.
Ne dites pas oui par réflexe. La validation n'est utile que si vous regardez réellement ce que vous approuvez. Très bien, c'est tout. Maintenant, rendons l'agent vraiment utile. Nous allons lui donner quelques compétences. Dès le départ, votre agent peut tenir une conversation et naviguer sur le web. C'est à peu près tout. Pour qu'il puisse réellement faire des choses comme envoyer des emails, lire votre agenda ou publier du code sur GitHub, vous devez installer des compétences. Une compétence est essentiellement une application pour votre agent. Vous choisissez celles dont vous avez besoin et l'agent les utilise. Les compétences se trouvent dans une place de marché appelée Cloud Hub et je vais vous montrer comment y accéder. Dans le tableau de bord OpenClaw, cliquez sur Compétences dans le menu de gauche. Ici, vous pouvez voir vos compétences préinstallées. Sous l'onglet Alt, vous pouvez voir toutes les compétences actuellement installées. L'onglet Prêt vous montre celles qui sont installées et prêtes à l'emploi. Et Besoin de configuration vous montre celles qui sont installées mais nécessitent encore une configuration de votre part. Pour ajouter de nouvelles compétences à votre OpenClaw, vous devez d'abord en trouver une. Ouvrez un nouvel onglet et allez sur clawhub.ai. Ici, vous pouvez rechercher des compétences si vous cherchez quelque chose de précis, ou simplement faire défiler la page pour voir les compétences mises en avant et tendances. Si vous trouvez une compétence qui vous plaît, vous pouvez cliquer dessus pour en voir plus de détails. Ici, vous pourrez voir des détails comme la commande à exécuter dans le terminal si vous utilisez cela sur une machine locale, ou si vous souhaitez simplement demander l'installation via le chat, vous pouvez copier l'invite ici et la coller directement dans votre chat. Vous pouvez également voir l'analyse de sécurité. C'est important. Ce scan virus total indique que cette compétence est bénigne. Mais d'autres compétences peuvent être potentiellement malveillantes. Vous voyez car ClawHub est une place de marché communautaire. La plupart des compétences sont bien conçues et fonctionnent parfaitement. Mais comme il s'agit d'une place de marché, n'importe qui peut soumettre des compétences. Avant d'installer, vérifiez l'auteur, le nombre d'installations et la note. Et si quelque chose vous semble suspect, il vaut mieux passer votre chemin et rester prudent. Soyez sélectif dès le départ pour ne pas avoir à gérer de problèmes plus tard. Dans cette vidéo, nous allons commencer par installer Google Workspace. Une fois que c'est connecté, votre agent peut lire vos emails, gérer votre agenda, extraire des documents de votre Drive. Tout cela représente des fonctionnalités vraiment précieuses. C'est le chapitre qui donne vraiment l'impression que tout devient concret. GOG, le Google One Gateway, est une seule compétence qui connecte Gmail, Agenda, Drive, Doc, Sheets et Contacts en un seul flux OAuth. Petit avertissement, ce chapitre est un peu plus long que les autres, mais vous ne le faites qu'une seule fois et le bénéfice en vaut largement la peine. Allons-y. Dans ClawHub, recherchez GOG. Vous pouvez aussi chercher Google. Et celui que nous cherchons est celui de Peter Steinberger. C'est celui-ci chez Stypeat. Cliquez dessus, puis copiez simplement l'invite pour l'installation et la configuration. Allons sur notre Telegram, puis collez cet invite. Le retour indique que la compétence a été installée. Nous allons maintenant la configurer. Google veut, à juste titre, vérifier qui fait la demande avant de donner accès à votre boîte de réception. La façon de le prouver consiste à créer un projet Google Cloud, à générer ce qu'on appelle des identifiants OAuth, puis à les coller dans votre agent. Cela prend quelques minutes, une seule fois et plus jamais après. Je vais vous guider à chaque étape. OAuth est le mécanisme qui permet à une application de demander à une autre l'autorisation d'accéder à vos données sans jamais voir votre mot de passe. Vous approuvez l'accès du côté de Google, Google vous remet un identifiant et votre agent utilise cet identifiant. C'est le même principe que la connexion avec Google sur n'importe quel autre site web. Commencez par ouvrir un nouvel onglet et aller sur console.cloud.google.com. D'abord, vous devrez vous connecter à votre compte Google, puis créer un projet. En haut à gauche, cliquez sur Sélectionner un projet, puis cliquez sur Nouveau projet. Donnez un nom à votre projet. Je vais appeler le mien OpenClaw, puis cliquez sur Créer. Une fois le projet créé, cliquez sur Sélectionner le projet. Ensuite, sur la gauche, survolez APIs et services, puis cliquez sur APIs et services activés. Nous devons maintenant activer les API pour chaque service Google que nous souhaitons utiliser. Commençons donc par Gmail. Nous allons cliquer sur Activer les API et services en haut, puis rechercher Gmail. Sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur Activer. Ensuite, sur la page de l'API Gmail, nous pouvons voir que le statut est défini sur Activer. Il nous faut maintenant ajouter le prochain service Google.
Cliquez sur la flèche de retour en haut à gauche, puis répétez l'opération. Cliquez sur « Activer les API et les services » et recherchez votre prochaine compétence. Répétez cette opération pour toutes les compétences Google Workspace que vous souhaitez utiliser. Gmail, Agenda, Drive, Sheets, Doc, Contact. Et pour être honnête, ce processus Auth est probablement la partie la plus agaçante de toute la configuration. Vous créez un projet dans Google Cloud, activez les API une par une, configurez les écrans de consentement OAuth. Et tout le processus prend environ 10 à 15 minutes. Et cela peut vraiment sembler fastidieux. Mais une fois que c'est fait. Et la récompense en vaut vraiment la peine. Une fois que vous avez ajouté toutes vos API individuelles, cliquez ensuite sur « Écran de consentement OAuth » dans le menu de gauche, puis cliquez sur « Commencer » et donnez un nom à votre application. Encore une fois, nous l'appellerons OpenClaw. Choisissez votre email sous email d'assistance et faites « Suivant ». Pour audience, cochez « Externe », puis « Suivant ». Pour le contact, ajoutez votre adresse email et faites « Suivant ». Enfin, validez les conditions d'utilisation. Cliquez sur « Créer » lorsque vous avez terminé. Parfait. Maintenant que notre configuration OAuth est en place, cliquez sur « Audience » dans le menu de gauche. Ajoutons un utilisateur de test. Faites défiler et cliquez sur « Ajouter des utilisateurs » dans la section « Utilisateurs de test ». Saisissez votre email et cliquez sur « Enregistrer ». Configurons maintenant les identifiants OAuth. Cliquez sur le menu Hamburger en haut à gauche. Puis, sous API et services, cliquez sur « Identifiant ». En haut, cliquez sur « Créer des identifiants », puis sélectionnez « ID client OAuth ». Dans le menu déroulant du type d'application, sélectionnez « Application de bureau » et donnez-lui un nom. Je vais l'appeler OpenClaw et cliquer sur « Créer ». Et ici, nous avons une confirmation indiquant que le client Auth a été créé. Maintenant, ce que vous devez faire ici, c'est télécharger le fichier JSON en bas de cette fenêtre contextuelle. Ensuite, retournez sur votre Telegram et envoyez le fichier JSON à votre bot. Il se peut qu'il vous demande quelle est votre adresse Gmail, alors allez-y et indiquez-la simplement. Ensuite, il vous fournira ce long lien à cliquer. Allez-y et cliquez dessus. Ouvrez-le dans un nouvel onglet, connectez-vous à votre compte et il vous dira que Google n'a pas vérifié cette application. Vous ne devez continuer que si vous connaissez le développeur. Eh bien, dans ce cas, c'est vous le développeur, donc vous pouvez cliquer sur « Continuer ». Et puis continuez à nouveau. Sélectionnez tout pour donner à OpenClaw l'accès à tous ces différents outils. Et cliquez sur « Continuer ». Ensuite, vous obtiendrez une erreur indiquant que ce site est inaccessible. C'est en fait le comportement attendu. Allez dans votre barre d'adresse, copiez l'URL complète qui s'y trouve, puis collez-la dans Telegram. Parfois, l'état expire et ça échoue. Recommencez simplement. Cliquez sur le lien. Autorisez. Puis copiez l'URL et fournissez-la à OpenClaw. Très bien, dit OpenClaw. Nous sommes connectés à Google. Maintenant que nous sommes connectés, faisons un test rapide pour vérifier que tout fonctionne correctement. Dans Telegram, demandons à notre bot d'ajouter une réunion à mon agenda avec Joey Nobody mardi 28 à 16h pour une durée d'1 heure. Il se peut qu'il demande une confirmation, comme c'est le cas ici. Ça a l'air correct. Je vais répondre « Oui, c'est bon ». Et après 1 minute, vous pouvez voir que la réunion est apparue sur mon agenda et OpenClaw l'a confirmé. Maintenant, nous savons qu'OpenClaw peut ajouter des événements au calendrier, mais peut-il les lire? Déplaçons cette réunion à un autre horaire et voyons s'il peut l'identifier. Nous allons demander à OpenClaw. J'ai déplacé la réunion. À quelle heure est-elle maintenant? Et il répond rapidement qu'elle est mercredi de 14h à 15h. C'est tout à fait exact. Vous pouvez faire la même chose avec les emails, Google Docs, Sheets, tout ce qui se trouve dans votre Drive. Google est maintenant connecté. Vous avez maintenant un véritable agent avec un accès réel à de vraies applications. Avant d'en ajouter davantage, laissez-moi vous montrer où l'agent stocke ce qu'il sait sur vous, car c'est ce qui rend l'agent personnalisé. Chaque agent a une personnalité, et en ce moment, la vôtre est un peu générique. L'assistant Bootstrap a fait une première tentative, mais il ne vous connaît pas encore.
4 fichiers déterminent tout ce que votre agent pense et fait. Je vais vous montrer à quoi sert chacun d'eux. Vous n'aurez pas à les modifier manuellement. Il vous suffit de demander à votre agent de les mettre à jour et il s'occupe du reste. Pour accéder aux fichiers de votre espace de travail, cliquez sur Agent à gauche, puis consultez l'onglet Fichiers. Ici, vous pouvez voir vos fichiers principaux. Cela inclut agent, sol, outils, identité, utilisateur, heartbeat et mémoire. Agent est le livre de règles comportementales. Des choses comme toujours confirmer les actions destructrices, utiliser mon calendrier en priorité, puis l'email pour la planification, ne jamais envoyer d'email entre 22h et 6h du matin. Pour mettre cela à jour, il suffit d'envoyer un message à votre agent. Sur Telegram, vous pouvez dire « Ajoute une règle à agent.md ». Ne consulte pas mes emails entre 22h et 6h du matin. Et voilà, une règle d'heure calme a été ajoutée. Et si nous fermons ceci, puis cliquons sur « Actualiser », cliquez sur « Agents », puis sur « Aperçu ». Maintenant, si vous faites défiler, vous pouvez voir qu'il a ajouté cette règle d'heure calme. Cette règle existe parmi toutes les autres règles qui sont fournies par défaut avec ce fichier d'espace de travail. Si vous souhaitez la modifier manuellement, vous pouvez cliquer sur « Éditeur », puis « Modifier directement ce contenu textuel ». Ensuite, nous avons soul.md. C'est le fichier de personnalité. Et la plupart des soul.md, le tien comme le mien après l'installation de Bootstrap, sont faibles. Il dit quelque chose de générique, comme « soit utile, mais pas de façon performative ». C'est générique. Si tu veux qu'il ressemble à un véritable assistant, tu dois lui dire précisément qui il est. Tu peux faire défiler et voir à quoi ressemble la version par défaut. Mais tu peux voir que c'est assez court. Il contient un peu d'informations issues de notre onboarding précédent. Ici, tu peux voir que le mien mentionne la planification de voyage. Mais si tu veux vraiment booster la personnalité de ton bot, tu peux simplement lui dire comment il doit être. Donc, je pourrais lui envoyer un message ici sur Telegram en disant quelque chose comme « Mets à jour ton Soul. Tu es Flint, un assistant personnel chevronné dans le style d'un agent de voyage. Sec, direct, un peu sarcastique, et tu tiens à me faire économiser de l'argent. Privilégie des réponses courtes par défaut et utilise des métaphores liées au voyage pour expliquer les choses. Encore une fois, si tu préfères, tu peux toujours mettre ça à jour manuellement en cliquant sur le bouton « Éditeur ». Ici, il indique que le sol a été mis à jour et il dit « Considère ce billet d'embarquement comme tamponné ». Déjà, l'ambiance a changé. J'adore. Ensuite, parlons du fichier utilisateur. C'est ce qu'il sait de toi. Rôle, habitude, famille, préférence. C'est initialement rempli lors de l'intégration de démarrage, mais très légèrement. Tu peux voir qu'il n'y a pas beaucoup d'informations ici. Ça s'enrichit au fil du temps à mesure que tu discutes avec le bot. Tu peux le mettre à jour simplement en mentionnant des choses pendant la conversation. Tu pourrais dire quelque chose comme « Au fait, j'adore les hamburgers ». La conversation répond « Je m'assurerai que chaque destination soit accompagnée d'un rapport de reconnaissance sur les burgers ». Et encore une fois, si nous actualisons cette page, puis cliquons sur « Aperçu », on peut voir dans le contexte qu'il est dit maintenant « Adore les hamburgers ». Super. Le dernier fichier que je vais vous montrer ici est la mémoire. Voici le journal des interactions. C'est ce que vous avez demandé, ce qu'il a fait, les décisions qu'il a prises. Il s'agit essentiellement de la mémoire de travail de votre agent. Vous n'aurez pas vraiment à toucher celui-ci directement. C'est écrit automatiquement. Voici le fichier qui permet à votre bot de se souvenir de ce dont vous avez parlé la semaine dernière. Le rêve, un processus dont nous parlerons dans un instant, traite ce fichier pour le transformer en mémoire à long terme. Mais nous y reviendrons plus tard. Vous n'avez pas besoin de maîtriser ces fichiers tout de suite. Je voulais simplement signaler qu'ils existent et où vous pouvez les trouver, afin que vous ayez une idée générale de ce qu'ils sont et de leur fonctionnement. Votre agent a donc maintenant une personnalité, sait qui vous êtes et peut accéder à vos applications. Mais avant de le mettre au travail selon un planning, il reste une dernière étape de configuration rapide qui sera utile si vous devez connecter des outils externes. Et c'est là que résident réellement les clés API. Comme nous l'avons vu lors de notre discussion sur la sécurité, vous savez déjà que les clés API n'ont jamais leur place dans le chat Telegram. Alors, où doivent-elles être stockées? Elles doivent être placées dans le panneau de Hostinger en tant que variable d'environnement.
C'est l'emplacement permanent et chiffré pour chaque clé tierce dont votre agent pourrait avoir besoin. Accès à la base de données, météo, finance, peu importe. Définissez-les ici et OpenClaw les lit automatiquement au démarrage. Vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Retournez dans le gestionnaire Docker de votre hébergeur Hostinger. Puis, sur votre projet OpenClaw, cliquez sur Gérer. Faites défiler jusqu'en bas jusqu'à la section Environnement et cliquez pour ouvrir le menu déroulant. Ici, vous pouvez voir tous vos secrets. Vous avez les noms des variables à gauche et la valeur secrète à droite. Hostinger restaure les valeurs de façon chiffrée. Elles ne sont pas visibles en clair après l'enregistrement. Pour une automatisation de surveillance de vol que nous allons construire, l'agent va avoir besoin d'un moyen de vérifier les prix en temps réel. Une API dédiée aux données de vol est plus rapide et plus fiable qu'une recherche web pour cela. SerpAPI est une plateforme qui propose une multitude d'outils d'API de recherche Google différents. Par exemple, si vous allez sur leur tableau de bord, vous pouvez voir qu'ils offrent de nombreuses options. Et celle que nous voulons, c'est l'API Google Flights. Ici, nous pouvons voir le point de terminaison de l'API que nous fournirons à notre bot. Je vais donc le copier maintenant et commencer à préparer un message pour le bot sur Telegram. Nous allons dire Google Flights API Endpoint et coller cela. Ensuite, allez sur votre compte et récupérez la clé API. À partir de là, retournez dans Docker Manager, cliquez sur Plus d'environnement en bas de la section Environnement et donnez-lui un nom. En général, on nomme les variables d'environnement en majuscules et avec des underscores à la place des espaces. Donc nous allons écrire flight underscore API underscore key. Et puis, coller notre clé API dans le champ valeur. Ensuite, nous allons cliquer sur Enregistrer et déployer, puis Hostger va redémarrer le projet OpenClaw pour appliquer les changements. Cela prend environ 20 à 30 secondes. Une fois que c'est terminé et qu'il est indiqué qu'OpenClaw est en cours d'exécution, terminons le message sur Telegram. Nous allons dire « Peux-tu vérifier que tu as accès à l'API de données de vol ?» Ici, il a répondu qu'il souhaite voir la clé API SerpAPI. Je pourrais simplement lui dire que je l'ai nommée autrement, mais pour simplifier, nommons-la comme il le souhaite. Donc, nous allons cliquer sur Gérer, faire défiler jusqu'en bas, ouvrir Environnement, puis changer Flight API Key en Serp API Key, enregistrer et déployer. Et puis, une fois que c'est de nouveau en cours d'exécution, dites-lui « OK, vérifie maintenant tes variables d'environnement ». Et après un instant et une vérification rapide, il indique que l'API Flight Data est en ligne et fonctionne. Il confirme qu'il peut accéder au service. Donc, souvenez-vous simplement, pour toute compétence future nécessitant une clé API, suivez exactement ce processus en 3 étapes. Inscrivez-vous à votre service, récupérez votre clé API et ajoutez-la dans les variables d'environnement, puis enregistrez et redéployez. Puisque notre agent peut désormais récupérer en temps réel les prix des vols à la demande, orientons-le vers un itinéraire de vol réel et demandons-lui de le surveiller. C'est ici que le mode « Toujours actif » commence vraiment à prouver son utilité. Avant de créer le mien, réfléchissez un instant au vôtre. Qu'est-ce que vous vérifiez tous les jours et qu'un ordinateur pourrait vérifier à votre place? Un cours de bourse? La météo à l'école de votre enfant? Un vol sur un itinéraire précis? Une chaîne YouTube que vous suivez? Une alerte de bon plan? Tout ce que vous consultez sans cesse sur votre téléphone. C'est la première chose que vous devriez automatiser. Pour cette démonstration, je construis un moniteur de vol puisque la planification de voyage correspond à la personnalité de mon agent. Et comme nous venons d'intégrer l'API Flight Data dans le chapitre précédent, le vôtre peut surveiller n'importe quoi. Le schéma reste le même. Il existe 2 façons de planifier des tâches dans OpenClaw et il est important de connaître la différence avant de commencer. Cron, c'est exécute ceci tous les jours à 8 heures. Des horaires précis, prévisibles, économiques. La plupart de vos automatisations devraient utiliser cron. Heartbeat, c'est vérifier à intervalles réguliers, par exemple toutes les 30 minutes. Voir si quelque chose a changé. Cela consomme beaucoup plus de jetons, car chaque vérification correspond à un nouvel appel à l'IA. Ne mettez pas tout sur Heartbeat. C'est comme ça que certains se réveillent avec une facture surprise. Utilisez cron par défaut, sauf si la tâche doit vraiment être effectuée en continu.
Dans Telegram, on dira, en utilisant l'API de données de vol que nous avons configurée, surveille les vols de LHR à CDG, date flexible le mois prochain, et envoie-moi un message si le prix passe sous $150. Vérifie 3 fois par jour avec Cron et envoie le message. L'agent va prendre un moment pour réfléchir. Puis, il va t'expliquer en détail ce qu'il va faire. Après un instant, il expliquera qu'il a mis en place l'automatisation. Mais s'il a besoin de plus de détails, il pourrait d'abord en demander. Dans mon cas, c'est prêt à fonctionner. Maintenant, si tu veux le tester pour t'assurer que ça marche vraiment, tu peux dire « Exécute cette tâche une fois manuellement », juste pour tester, pour voir quelles données sont récupérées. Et à l'heure actuelle, il semble déjà y avoir des vols à moins de $150. Donc si je voulais, je pourrais mettre à jour la tâche et lui demander de chercher des vols à moins de $100 si je voulais vraiment être économe. Mais quoi qu'il en soit, maintenant mon bot agent de voyage peut surveiller les prix des vols et les vérifier pour moi 3 fois par jour. Je n'ai pas eu à passer beaucoup de temps à coder l'automatisation. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est récupérer une clé API pour un outil spécifique, puis dire à OpenClaw de l'utiliser. Maintenant, cette tâche est automatisée. L'erreur classique au début, c'est de tout lancer chaque minute, vérifier les mails et la météo en continu. Vérifie les prix chaque minute. Ouf, chacune de ces actions correspond à un appel API payant qui tourne en arrière-plan. Utilisez Cron, sauf s'il y a une vraie raison pour que la vérification se fasse minute par minute. L'automatisation utilise un modèle d'IA spécifique pour réfléchir, et le choix du modèle est le principal levier sur votre facture. Les différents modèles ont des coûts différents. Certains sont bon marché et rapides, d'autres sont chers et intelligents. Si vous utilisez un modèle coûteux pour tout, votre solde chez le fournisseur disparaîtra plus vite que vous ne le pensez. Si vous utilisez un modèle bon marché pour tout, l'agent devient stupide au moment même où vous avez besoin qu'il soit performant. La solution, c'est le routage intelligent. Un modèle pour la conversation informelle, un autre pour les tâches qui nécessitent vraiment de réfléchir. Le modèle mental repose sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le haut de gamme, comme GPT 5.4, Cloud Opus. Ceux-là sont intelligents, lents et coûteux. Le deuxième niveau, c'est la puissance de tous les jours, GPT 5 Mini, Cloud Sonnet. Ils sont rapides et abordables. Le troisième niveau est l'entrée de gamme, gratuit ou peu cher, comme DeepSeek. Idéaux pour des échanges simples. L'enjeu est d'associer chaque tâche au bon niveau, et OpenCloud gère ses correspondances via vos règles de routage. Dans Telegram, dites par exemple « Ajoute une règle à agent.md, utilise Sonnet par défaut pour la discussion et les tâches simples et Opus pour le reste ». Quand je te demande de raisonner, de faire des recherches ou d'utiliser des outils, tu peux utiliser les modèles que tu veux, mais je recommande d'utiliser des modèles plus légers et moins chers pour les tâches simples. Et en général, il vaut mieux privilégier les modèles phares, haut de gamme, pour les tâches plus complexes ou l'orchestration d'agents. Vas-y, soumets ça. Et OpenClaw écrit la règle et confirme qu'elle est appliquée. Cette simple ligne peut vous faire économiser 80% de votre crédit. L'interface de l'espace de travail d'OpenClaw peut également vous montrer votre consommation et combien de crédits vous avez dépensé. Sur la gauche, allez dans l'onglet « Utilisation ». Et ici, vous pouvez obtenir un résumé qui vous montre exactement combien de jetons vous avez utilisés et quel en est le coût. Donc, voici le coût pour aujourd'hui. $1 et 10 cents au total, répartis sur 2 sessions différentes. Et vous pouvez toujours changer pour une période de 7 jours, 30 jours ou une plage personnalisée afin de voir exactement combien de jetons vous utilisez. Maintenant, même si cela donne une bonne idée générale de vos coûts, j'ai constaté que ce n'est pas 100% précis. Donc, si vous voulez voir exactement combien vous avez dépensé pour les appels IA, le meilleur endroit pour le vérifier est le tableau de bord de votre fournisseur LLM. Par exemple, si nous allons sur platform.cloud.com pour accéder à la console cloud, vous pouvez voir les crédits disponibles et restants. Et cela se met à jour assez régulièrement. Vous pouvez donc même vérifier ce solde entre les messages sur Telegram pour voir exactement combien chaque message vous coûte. Toutes les API tierces que vous utilisez peuvent également entraîner des coûts supplémentaires. Il est donc important de vérifier aussi leur tableau de bord pour avoir une idée de ce que cela vous coûte. En plus de définir automatiquement le modèle avec lequel vous discutez, vous pouvez aussi changer de modèle à tout moment dans une conversation manuellement.
Vous pouvez faire cela dans le tableau de bord OpenClaw en cliquant sur le menu déroulant dans la fenêtre de chat et en changeant le modèle ici. Cela vous permet de passer à n'importe lequel des modèles que vous avez actuellement connectés. Personnellement, je n'ai connecté que des modèles anthropiques, donc j'ai accès aux différents niveaux de cloud. Vous pouvez également faire cela directement depuis Telegram en tapant une barre oblique pour afficher la liste des commandes, puis en tapant modèle et en envoyant cette commande. Cliquez ensuite sur « Parcourir les fournisseurs » pour voir vos fournisseurs connectés. Vous pouvez changer votre session vers n'importe lequel d'entre eux, comme sur le tableau de bord OpenClaw. Les tâches lourdes étant finies avec Opus, je passe sur Sonnet pour économiser des jetons. Une confirmation valide l'utilisation de ce modèle pour la suite. Voici une remarque de dépannage qui va de pair avec cette discussion sur les coûts. Si votre bot devient soudainement silencieux, cesse de répondre sur Telegram ou arrête d'exécuter ses automatisations, la première chose à vérifier est si le solde de votre fournisseur est épuisé. Ouvrez votre tableau de bord Open.ai ou Anthropic et regardez le solde restant. S'il est à 0, rechargez-le et le bot devrait reprendre vie sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Mais si le solde est correct, c'est là que vous passez au véritable dépannage. Nous aborderons cela plus tard dans cette vidéo. Il y a 3 pièges à surveiller pendant que vous prenez vos marques. Aucun d'entre eux n'est catastrophique, mais chacun vous coûtera discrètement plus cher que ce à quoi vous vous attendez. Premièrement, utilisez un modèle de premier niveau pour tout. C'est tout à fait correct pour les tests, mais si vous connectez un modèle haut de gamme à quelque chose qui s'exécute toutes les quelques minutes pendant un mois, c'est comme ça que vous voyez 100 $ s'évaporer en un week-end. Adaptez le niveau du modèle à la tâche. Deuxièmement, les boucles de réessai. Si un appel d'outils échoue et que l'agent réessaie 5 fois de suite, cela fait 5 fois que vous payez. C'est plus susceptible d'arriver avec un modèle bon marché ou gratuit qu'avec un modèle de premier niveau, mais cela s'améliore avec le temps. Si un chiffre vous semble étrange sur votre tableau d'utilisation, c'est presque toujours ce qui s'est passé. Vous pouvez éviter cela en donnant à votre agent la règle de ne pas réessayer plus de 3 fois sans d'abord vous consulter pour trouver une solution. Troisièmement, et c'est vraiment la combinaison des 2 premiers points, les signaux de vie sur les modèles haut de gamme. C'est le même problème que nous avons rencontré à la fin du chapitre sur l'automatisation. Des réflexions coûteuses toutes les quelques minutes, qui tournent en arrière-plan alors que vous ne regardez même pas. Si vous mettez quelque chose en mode signal de vie, vérifiez bien quel modèle est utilisé. Très bien, nos règles de routage sont en place et nos factures sont sous contrôle. Il y a encore une fonctionnalité à connaître avant de continuer. C'est une astuce de mémoire qui empêche votre facture d'augmenter progressivement avec le temps. Un mot rapide sur les jetons d'abord, car c'est le concept qui donne de l'importance aux rêves. Les jetons sont les morceaux de texte que le modèle d'IA voit réellement. Chaque mot de votre message, chaque ligne de la mémoire de votre agent, chaque élément de contexte qu'il intègre. Vous êtes facturé par jetons. Donc plus le modèle doit gérer de contexte, plus chaque message vous coûte cher. C'est le problème que le rêve résout. Vous vous souvenez de Memory.md, le journal quotidien? Chaque conversation y est enregistrée. Le fichier grossit et très vite, votre agent traîne des milliers de jetons de vieilles conversations dans chaque nouveau message. Le rêve, c'est l'agent qui parcourt sa propre mémoire pendant que vous ne l'utilisez pas, en compressant ce qui compte et en éliminant ce qui ne compte pas. Ainsi, il reste pertinent pour vous sans que le coût en jetons n'augmente indéfiniment. Il y a 3 phases. Le rêve léger survole la dernière journée, extrait tout ce qui est important et met à jour UserMD avec de nouveaux faits vous concernant. Le REM recherche des schémas sur une période plus longue. Des choses comme « Chaque jour, Matt pose des questions à ce sujet ». Le Deep réécrit de gros blocs de mémoire sous une forme plus propre et plus compressée. L'effet global est qu'il y a moins de jetons conservés, mais ceux qui restent sont ceux qui comptent vraiment pour vous. Très bien, voici comment accéder au Dreaming. Sur la gauche, faites défiler jusqu'à Dreaming dans la section Agent et sélectionnez-le. Ensuite, en haut à droite, vous pouvez voir qu'il est désactivé par défaut. Il suffit de cliquer sur le bouton Dreaming Off pour l'activer. Lorsque vous faites cela, votre tableau de bord Gateway redémarrera, et cela peut prendre quelques minutes. Dreaming est désactivé par défaut car il consomme des jetons. Ces appels apparaissent sur la facture de votre fournisseur, comme Open.ai ou Anthropic, au même endroit où vous surveillez déjà votre solde. Et voici à quoi cela ressemblera lorsque Dreaming sera activé. Je recommande de le laisser désactiver pendant votre première semaine d'utilisation et de voir si votre agent vous semble suffisamment utile. Sans cela, simplement parce que cela consomme des jetons supplémentaires pour faire fonctionner le processus.
Je recommande de l'activer une fois que vous avez accumulé environ 1 mois de mémoire. C'est à ce moment-là que la compression commence à porter ses fruits. Désactiver Dreaming fait exactement la même chose, c'est-à-dire que votre tableau de bord Gateway redémarrera. Parfois, vous demandez à votre agent de faire quelque chose d'important. Par exemple, recherchez 3 CRM différents et donnez-moi une comparaison. Au lieu de traiter les tâches une par une, OpenClock peut lancer une petite copie de lui-même pour chaque partie de la tâche. Elles s'exécutent toutes en parallèle et l'agent principal rassemble les réponses à la fin. C'est ce qu'on appelle un sous-agent. Même qualité de résultat en une fraction du temps réel. Dans Telegram ou OpenClaw, vous pouvez dire quelque chose comme « Recherche 3 outils de planification, Calendly, Savical et Cal.com, et pour chacun, trouve le prix, les fonctionnalités clés et une faiblesse. Donne-moi un tableau comparatif. » Utilise des sous-agents. OpenClaw va lancer plusieurs sous-agents travaillant en parallèle. Vous pouvez le voir ici. Il lance de nouvelles sessions. 3 sous-agents font des recherches en parallèle. Et si vous cliquez ici en haut à gauche, vous pouvez voir les 3 sous-agents qui ont été lancés. Chaque sous-agent a sa propre session. Regardez à quelle vitesse cela s'est fait. Parce que chaque sous-agent s'est occupé de la recherche d'un outil, ils ont pu travailler en parallèle et le résumé est revenu très rapidement. Vous pouvez aussi utiliser des sous-agents lorsqu'une tâche nécessite de traiter plusieurs éléments importants de façon séquentielle. Vous pouvez faire en sorte que votre session principale soit un orchestrateur qui lance des sous-agents pour accomplir des parties plus petites du projet. Tout fonctionne très bien jusqu'à présent, mais quelque chose finira probablement par se casser. Peut-être que les jetons OAuth expirent, les compétences ont des bugs, Google vous impose des limites de débit, un sous-agent se retrouve coincé dans une boucle. Tout cela est normal, et rien de tout cela n'est catastrophique. Voici quelques conseils pour gérer les problèmes. La première chose à faire est de demander à votre agent lorsqu'une erreur apparaît. Ici, j'ai donc reçu une erreur concernant l'échec du cron job. Écrivons simplement un message pour demander des éclaircissements. Flint, c'est quoi cette erreur? Comment la corrige-t-on? Et il revient avec une réponse après avoir examiné un peu le problème et propose une solution de suivi potentielle. Vous pouvez résoudre 80% de vos erreurs de cette façon. Un autre problème auquel vous pourriez être confronté est que l'OAuth ou d'autres identifiants utilisés par votre agent ont expiré. Ici, j'ai un message d'erreur d'authentification pour ma boîte de réception. Il est indiqué de dire « Reauth Gmail » pour régler le problème. On va donc dire « D'accord, réauthentifions-nous ». Et tout simplement, cela va lancer le processus pour reconnecter le compte. Si vous obtenez une erreur et que vous souhaitez aller plus loin pour essayer de comprendre ce qui se passe, vous pouvez toujours consulter les journaux OpenClaw. Sur le côté gauche du tableau de bord, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Journaux ». Et ici, vous pouvez obtenir une liste complète de tout ce qu'OpenClaw a enregistré. Chaque action effectuée, chaque avertissement, chaque erreur, chaque petite information se retrouve ici sous forme d'une liste détaillée de journaux. Si vous ne savez pas exactement ce que vous regardez ici, cela peut ne pas vous être immédiatement utile. Mais je voulais vous montrer où il se trouve, car c'est ici que vous devrez aller, pour trouver toutes les informations concernant chaque erreur rencontrée par OpenClaw. Et OpenClaw a bien sûr accès à ces journaux, donc vous pouvez toujours discuter avec l'agent à propos des journaux, qui apparaissent afin de trouver la solution à toute erreur que vous rencontrez. Si quelque chose est vraiment cassé et que vous n'avez aucun moyen de le réparer parce que la configuration a été complètement déréglée ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours revenir à la dernière sauvegarde ou au dernier instantané connu. Pour cela, allez dans votre gestionnaire d'hébergement ou de Docker, puis rendez-vous dans l'onglet Sauvegarde et Surveillance. Et ici, vous pouvez voir la liste des sauvegardes automatiques quotidiennes si vous avez activé l'option quotidienne. Sinon, elles seront sauvegardées chaque semaine. Pour restaurer à partir d'une sauvegarde, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Restaurer ». Cochez la case pour confirmer que vous avez compris. Cela remplacera tous les fichiers actuels du VPS par la version sauvegardée, puis cliquez sur « Restaurer ». Je vais cependant cliquer sur « Annuler » car ma version fonctionne très bien. Vous pouvez également prendre un instantané de votre VPS à tout moment. Sur cette même page, faites défiler jusqu'à la section « Créer un instantané » et cliquez sur « Créer un instantané ». Cliquez sur « Créer »
et après 1 minute, vous recevrez une confirmation indiquant que l'instantané a été créé. Je recommande de prendre des instantanés avant d'effectuer des modifications importantes de configuration qui pourraient endommager votre système. Vous pouvez restaurer à partir d'un instantané de la même manière qu'à partir d'une sauvegarde automatique. De cette façon, si quelque chose ne va pas après la configuration, vous pouvez toujours revenir à la dernière version fonctionnelle connue. Au début, j'ai mentionné que certains d'entre vous voudront peut-être, à terme, faire tourner ceci sur votre propre matériel plutôt que sur un VPS Cloud. C'est ici que nous allons aborder cette transition. Les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir migrer sont: vous aimez bidouiller, vous souhaitez ne plus avoir de frais récurrents ou vous préférez posséder entièrement la machine. Toutes ces raisons sont valables et il s'agit d'une véritable voie de migration, pas d'une impasse. Voici comment fonctionne cette migration. Je vous conseille de débuter sur un VPS Cloud pour vous familiariser, puis migrer selon vos besoins réels. Sur Telegram ou OpenClaw, tapez « Créer une sauvegarde complète ». Une fois que c'est fait, vous pouvez simplement demander « Fournissez-moi les instructions pour migrer vers un nouveau système matériel en utilisant cette sauvegarde comme configuration de base ». OpenClaw vous fournira une liste détaillée d'instructions, y compris les commandes à exécuter sur votre machine locale sur laquelle vous souhaitez installer votre instance OpenClaw. Il vous suffit de copier ces commandes et de les coller dans le terminal. Lorsque vous serez prêt à déménager, la migration en elle-même est assez simple. Le guide complet se trouve sur docs.openclaw.ai. Installé? Attention, le terminal apparaît ici. Une fois OpenClaw installé sur votre machine, importez votre sauvegarde via une commande de cette documentation. Cela prend 1 minute. Cependant, certains éléments seront perdus. C'est voulu, et c'est en fait une bonne mesure de sécurité. Vous devrez réémettre le jeton du bot Telegram via Botfather, réautoriser votre compte Google via le processus OAuth que nous avons effectué plus tôt, et vos clés API LLM doivent être ajoutées à un fichier local de variables d'environnement. En gros, tout ce qui constitue réellement une authentification à un service tiers doit être réémis. C'est un peu comme lorsque vous achetez un nouvel ordinateur et que vous devez commencer par vous connecter à tous vos comptes. L'ordinateur ne les a pas encore enregistrés, mais l'agent lui-même, lui, est transféré dans son intégralité. Tous les fichiers de l'espace de travail et de mémoire, chaque compétence que vous avez installée, chaque règle dans agent.md, la persona que vous avez ajustée et chaque automatisation que vous avez mise en place. Votre agent sur le nouveau matériel est le même agent. Il s'est juste réveillé dans une nouvelle maison avec de nouvelles clés. Très bien, votre agent fonctionne. Il est sur votre téléphone, il se souvient de qui vous êtes, il exécute des tâches automatisées. Et il continuera à faire tout cela pendant que vous poursuivez le reste de votre journée. Nous n'avons écrit aucune ligne de code à aucun moment du processus. Les prochaines étapes à partir d'ici sont simples. Donnez-lui de petites tâches, laissez la mémoire s'accumuler et quand vous serez prêt, revenez et ajoutez une nouvelle compétence. Ajustez votre sol.md pour que votre agent vous ressemble, avec vos préférences et raccourcis habituels. Il devient alors plus qu'un produit, un vrai coéquipier. Si vous n'êtes pas inscrit, utilisez le lien à l'écran ou en description pour 10% de réduction sur votre hébergement ou VPS et déployez OpenClaw facilement en un clic. Modèle. Merci d'avoir regardé. Maintenant, allez créer quelque chose de génial.